En janvier 1995, deux jeunes hommes sont entrés dans une grotte sans corde, sans casque, ni la moindre expérience. Ils cherchèrent des artefacts anciens. Ce qui aurait pu être une simple excursion s'est rapidement transformé en cauchemar. Au lieu d'un trésor, ils sont tombés dans un piège mortel, déclenchant l'une des plus grandes opérations de sauvetage souterrain jamais organisées dans la région. Depuis, la grotte a été définitivement fermée au public. Bonjour à tous et bienvenue sur Abysseur. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'exploration souterraine qui a terriblement mal tourné. Et bien sûr, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un j'aime, ça m'aide énormément. Le 8 janvier 1995, le jour se lève froid et clair sur les monts du Tennessee. Clinton Ferrell, âgé de 25 ans, ne se doute pas que ce dimanche, qui s'annonce ordinaire, va rapidement se transformer en un véritable cauchemar. Lui et un ami avaient entendu des récits racontés par des habitants locaux à propos de la mystérieuse grotte de Cookstone et des objets anciens qu'elle pourrait renfermer. Sans aucune expérience en spéléologie, les deux jeunes décident de s'y aventurer dans l'espoir de trouver des artefacts qui pourraient peut-être les rendre riches. Mais leur préparation est extrêmement négligente. Ils portent des vêtements du quotidien et des bottes de type western, totalement inadaptés au sol glissant et humide d'une grotte. Pas de casque, ni d'éclairage professionnel, ni le moindre équipement de sécurité qu'un spéléologue expérimenté considérerait comme indispensable. Leur seule source de lumière, de simples lampes de poche achetées dans un magasin de bricolage du coin. L'entrée de la grotte de Cookstone se présentait à eux comme une bouche béante et sombre creusée dans la pente des collines du Tennessee. Façonnée par des milliers d'années d'érosion souterraine, la roche calcaire avait formé un labyrinthe complexe de tunnels, de salles et de passages étroits. Ce qui semblait être une simple ouverture cachait en réalité plusieurs kilomètres de galeries interconnectées qui avaient déjà coûté la vie à d'autres imprudents. Poussés par l'excitation de la jeunesse et leur naïveté, Clinton et son ami s'y engagent avec enthousiasme. Le tunnel principal descendait en pente douce, ce qui donnait une fausse impression de sécurité au départ. Des gouttes d'eau tombèrent du plafond, et l'air glacé et humide condensait leur souffle en petits nuages visibles. En avançant, le chemin se rétrécissait, puis montait vers une zone que n'importe quel spéléologue expérimenté aurait immédiatement reconnue comme instable sur le plan géologique. Des traces d'éboulements anciens étaient visibles, pierres détachées, fissures, autant de signes qu'ils ignorèrent complètement. Clinton dut se faufiler dans un passage particulièrement étroit où la galerie, d'abord horizontale, virait brusquement vers le haut. Il dut tordre son corps, sa tête pressée contre une paroi, son torse suivant la courbure naturelle de la roche, tandis que ses jambes restaient encore tendues dans la partie basse du couloir. Une position qui, à première vue, ne semblait pas dangereuse, mais allait se révéler presque fatale. Un énorme bloc de calcaire pesant environ 230 kg était sur le point de se détacher. Lentement déplacé au fil des décennies par les infiltrations, le gel et le dégel successifs, ses points d'appui s'étaient affaiblis. Le simple mouvement de Clinton dans cet espace restreint, en quête d'un éventuel artefact, déclencha ce qui allait suivre. La pierre céda dans un bruit sourd et terrible, semblable à un coup de tonnerre répercuté dans les entrailles de la grotte. La roche s'abattit brutalement, écrasant la tête de Clinton contre la paroi avec une violence extrême. L'impact fut immédiat et le laissa complètement coincé. Tout mouvement risquait de provoquer de nouveaux éboulements ou d'accentuer la pression déjà insoutenable sur son crâne. Son ami, qui le suivait de près, entendit d'abord le bruit de la chute, puis un cri étouffé et désespéré, rapidement englouti par le silence pesant. La scène qui l'attendait le hanterait à jamais. Clinton était coincé, la tête écrasée contre la roche par un bloc de la taille d'un réfrigérateur. Toujours conscient, il ne pouvait bouger sans risquer sa vie. Son ami, poussé par un mélange de panique et de courage, prit alors une décision déchirante. Le laisser sur place pour aller chercher de l'aide. Il refit seul le chemin en sens inverse, dans l'obscurité, à travers le réseau de tunnels, jusqu'à trouver un téléphone et alerter les secours. À l'extérieur, l'alerte déclencha l'une des plus grandes opérations de sauvetage souterrain jamais organisées dans l'État. Les équipes de secours des comtés de Sequatchie et de Hamilton furent mobilisées avec du matériel spécialisé pour les extractions en milieu confiné. Ce n'étaient pas de simples pompiers. Ces sauveteurs étaient des experts formés pour intervenir dans les conditions extrêmes des grottes.
Leur arrivée sur les lieux révéla l'ampleur du cauchemar. Clinton se trouvait à environ 60 mètres de l'entrée, coincé dans un passage étroit, sous une roche de plus de 200 kg, dans une zone si instable qu'un mauvais geste pouvait provoquer un éboulement fatal. Aucune machine ne pouvant atteindre cette profondeur, le sauvetage devait reposer uniquement sur le savoir-faire humain et des outils manuels. Dans les profondeurs, Clinton luttait pour rester conscient malgré la douleur insupportable et la confusion mentale. Sa position rendait la respiration difficile, tout comme la circulation sanguine. La température constante de la grotte favorisait l'hypothermie. L'équipe de secours travaillait avec une extrême précision pour stabiliser à la fois Clinton et le bloc de pierre. À l'aide d'une technique appelée étaiement, ils installèrent des supports autour du rocher pour éviter tout déplacement supplémentaire. La solution technique fut l'utilisation d'un palan à câble, un dispositif mécanique qui, grâce à des poulies, permet de déplacer de lourdes charges avec finesse. L'appareil fut positionné minutieusement afin d'appliquer la force au bon angle, et ainsi déplacer lentement la roche sans provoquer de chute. Le travail fut lent, périlleux, et chaque geste était surveillé avec une attention maximale. Le moindre signe de mouvement suspect était immédiatement analysé. Les équipes se relayèrent pendant près de 5 heures, travaillant sans relâche. Lorsqu'ils réussirent enfin à dégager la tête de Clinton, leur tâche n'était pourtant pas terminée. Ses blessures étaient sérieuses et tout déplacement mal maîtrisé risquait d'aggraver les dommages au crâne ou à la colonne. Il fut placé sur une civière spéciale conçue pour les évacuations en grotte. Le chemin du retour fut un nouveau défi. Transporter un blessé dans des couloirs étroits demande un soin extrême. Une fois à l'air libre, il restait encore un passage escarpé d'environ 30 mètres jusqu'à la route où attendèrent les ambulances. Grâce à des cordes et des techniques de traction manuelle, les sauveteurs gravirent la pente rocheuse sans compromettre la stabilité du blessé. Tout en haut, un hélicoptère attendait déjà avec des secouristes prêts à l'emmener d'urgence à l'hôpital le plus proche. Après presque 6 heures piégé sous terre et une opération de sauvetage des plus complexes, Clinton fut enfin pris en charge médicalement. À l'hôpital, les médecins découvrirent l'étendue des dégâts causés par le poids de cette masse de calcaire sur son crâne. Mais malgré la gravité du traumatisme, l'espoir subsistait. La résistance de son jeune corps impressionna le personnel médical. L'affaire de la grotte de Cookston devint un cas d'école en matière de sécurité spéléologique dans le Tennessee. Le site fut immédiatement fermé au public et l'opération de sauvetage étudiée en détail. Un exemple des dangers d'une exploration irresponsable et de l'héroïsme des équipes de sauvetage bénévoles. La convalescence de Clinton fut longue et exigea plusieurs mois de rééducation, mais il survécut. Ce jeune chasseur d'artefacts comprit de la manière la plus brutale que l'exploration souterraine nécessite du respect, une bonne préparation et de solides connaissances. Son histoire sert aujourd'hui d'avertissement à tous ceux qui pensent s'aventurer dans des grottes sans être prêts. Et vous, avez-vous déjà remercié le ciel pour le fait que l'exploration de grottes ne soit pas une obligation dans la vie? Si cette histoire vous a captivé, attendez de découvrir celle qui s'affiche maintenant sur votre écran. Une aventure qui, elle aussi, semblait anodine, mais qui s'est terminée bien plus tragiquement. Laissez un j'aime si vous avez apprécié et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci du fond du cœur pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire.